Juste un mot pour dire, la décision d'intervenir au Mali qui revient à François Hollande, est-ce à l'honneur de la France quand on voit ce qui se passe dans les villes libérées, la joie de la population qui ne subit plus le joug islamiste et les drapeaux bleu, blanc, rouge. De la joie de la population libyenne aussi, libérée par nos armes. L'honneur de la France quand même cette décision. Mais ce sont des grands mots. Oui, mais vous aimez aussi les grands mots, Jean-Luc Oui, Mélenchon. j'aime les grands mots, mais dans la guerre, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, on m'a demandé si j'étais pour ou contre, j'ai dit c'est discutable. Je peux exposer les raisons pour lesquelles la situation me paraît discutable. Maintenant, nos armes sont engagées. Je souhaite leur victoire. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Mais pour autant, les raisons que j'ai posées de discuter sont des raisons fondées. Et d'ailleurs, je vous en donne la preuve. Nous sommes en train d'occuper le Nord Mali, pas pour l'occuper nous les Français. Alors à qui allons-nous le remettre, s'il vous plaît ? À votre avis ? Le gouvernement essaye de trouver une solution politique pour rétablir un pouvoir légitime. On verra. Les élections sont d'ailleurs annoncées d'ici l'été. La première des choses à faire, c'est d'organiser des élections honnêtes et stables au Mali. D'ici l'été. Et ensuite, de ne pas confondre la lutte contre les islamistes avec la lutte contre les Touaregs, parce que ce n'est pas du tout pareil. Absolument. Je sais que tout ça paraît un peu sophistiqué, mais la guerre est plus sophistiquée qu'elle en a l'air. Les bombes ne règlent pas tous les problèmes politiques. Merci, Catel. Le Public Sénat arrive juste après ces images sépia vous concernant, Jean-Luc Mélenchon. Oui, on ne vous trouve pas que dans les magazines à la mode, toujours en vente dans les kiosques. On voit ça avec Alexandra Colino. Vous êtes jaloux ou quoi? Non. Voilà, on est battu par nous-mêmes, hein, par la division. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Faites passer de gueule. Non, on fait pas la gueule. La bataille continue. Il y a des hauts et des bas. Bah là, c'est le bas, quoi. C'est un soir de défaite, celle des cantonales de 92 à Massy. Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore le costume noir et la cravate rouge du présidentiable. Il est élu PS et croit encore que le parti changera les choses. 20 ans onpaliste est devenu un homme en colère. Moi, je le perçois comme de la colère de voir ce qui a été quand même son engagement, un grand parti qui devait être le parti de rénovation de la gauche, qui a porté de très lourdes réformes en 81 et dont il a le sentiment que petit à petit, c'est tellement dévitalisé qu'il enrage parce que ça paralyse la gauche dans son point de vue à lui. Le 21 avril 2002 est un choc profond. Le divorce avec le PS est signé en 2008. Mais si le tribun s'est enthousiasmé les foules par ses bons mots et ses grands gestes, Jean-Luc Mélenchon serait plutôt un Cassandre. Il a à la fois une vision tragique de l'histoire qui est de dire que les choses peuvent mal se passer, mal tourner, et en même temps qu'on peut l'empêcher. Je pense que c'est lourd. Je pense qu'il a une vie très spéciale et ça le met à distance d'une forme de légèreté, d'une forme de je m'en foutisme, d'hédonisme. L'homme ne semble prendre aucune distance avec cette réalité qu'il regarde d'un œil pessimiste. De l'optimisme, il y en a quand même un peu, mais uniquement dans le combat. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Jean-Luc Mélenchon, Perrine. C'est lourd, dit François Delapierre. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. C'est lourd. L'engagement est total et du coup la prise de distance est impossible? J'espère quand même être capable de prise de distance parce que j'ai une formation de philosophe et je sais bien que on ne peut pas avoir de jugement critique au sens de jugement fondé et raisonné autrement qu'en mettant les événements à distance. Mais c'est vrai que je vis l'engagement politique comme un acte de construction de ma propre personnalité. Pas que moi. J'ai toujours dit à mes amis, dans l'action politique, on construit plus qu'un projet, on se construit soi-même, hein, dans une dimension d'altruisme. Alors des fois, il y a un revers à ça. Comme les égoïstes ont un revers, l'attitude positive d'un égoïste, c'est qu'il s'en sort. Le revers, c'est que les autres autour peuvent mourir et qu'il ne s'en sortira pas. De la même manière, dans le sens inverse, trop d'empathie peut parfois conduire à une forme d'identification aux événements qui est excessive. Bon, ça arrive, mais enfin, j'estime que c'est un moindre inconvénient. Il dit c'est lourd, on sent aussi de l'angoisse. Oui, bon, ça a un côté un peu intimiste, je m'y fais à ces questions. Voilà, regardez-moi bien, je suis un petit pied noir au départ. C'est-à-dire que contrairement à vous, Michel Grossior, que je connais depuis très longtemps, moi je sais que l'histoire peut mal tourner. C'est-à-dire que quand on se trompe, quand on croit de toute sa force à quelque chose qui est erroné, le bilan peut être désastreux. Pour la population d'origine européenne, de l'Afrique du Nord, l'erreur
qu'a consisté pour elle le fait de supporter qu'une partie aussi importante de la population soit maltraitée, n'ait aucun droit, c'est une erreur, ils l'ont supporté. Leur manque d'altruisme, leur incapacité à vouloir l'égalité, les a conduits à être chassés d'un endroit qu'ils aimaient passionnément. Donc moi j'ai ce sentiment tragique de l'histoire. Michel Grossior, lui, il est jurassien. Donc personne ne lui a jamais dit. C'est important dans notre débat. Mais oui, c'est une bonne illustration. Vous êtes un Français typique, caractéristique. Bon, jamais à aucun moment il vous viendrait à l'idée que quelqu'un puisse venir vous dire vous avez peut-être 4 épaisseurs de vos anciens dans les tombes, mais vous n'êtes pas chez vous. Vous comprenez ? Eh bien, ce sentiment tragique de l'histoire m'aide à penser qu'il n'est pas vrai que tout s'arrangera toujours tout seul. Il faut y mettre un engagement personnel profond. Il faut aimer... de la colère comme moteur pour se sauver de la résignation, quoi. Bah, écoutez, plutôt que la résignation, bien sûr, à l'inverse. Il faut aimer sa patrie. Pour moi, ce sont des mots qui comptent. Et ma patrie, je mets toujours républicaine, parce que c'est l'attachement à l'égalité qui nous unit. Oui, bien sûr, la colère est des fois un remède. Mais comment s'en sortir sinon ? Parfois aussi, allié ou ennemi. Des fois, elle peut être... Mais quel est le sentiment humain qui n'a pas son revers ? Il n'y en a pas. Vous avez les taiseux, des fois, sont très décevants. Hein. Les bavards aussi, mais les taiseux aussi. Ouais, c'est ce que voilà. Donc c'est toute ouais. une affaire de savoir, être utile. Est-ce que vous vous corrigez ? Est-ce que vous vous êtes corrigé vous-même depuis la présidentielle, par exemple, sur certains points ? Il a surtout fallu que je m'adapte à la nouvelle situation, parce que moi je n'avais pas... la situation politique, non, mais je parle du rapport personnel que l'on a aux autres, qui est modifié d'une manière incroyable par une élection comme celle-là. Bon, moi je le découvre. Hein. Oui, puis vous avez un caractère entier, donc vous pouvez susciter beaucoup d'adhésion, d'empathie, mais aussi beaucoup de rejet. Oui, tout à fait. On l'a vu, on pouvait le lire encore ce week-end dans le Figaro Magazine. Il y avait un acteur, Gérard Lanvin, qui a dit de vous que vous êtes un surexcité notoire qui prône le désordre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Rien. Je l'invite à regarder plus attentivement, peut-être faire preuve de moins de tranchant. Moi, j'admets qu'on désapprouve. Il prend pour de l'excitation ce qui est de l'indignation ? Oui, je pense que, si vous voulez, la tentation des gens de droite est toujours la même à notre égard. Nous sommes des animaux. Nous l'avons toujours été pour eux. Lorsque je regarde les caricatures des hommes de gauche du début du 19e siècle, ils sont toujours représentés hirsutes, ivres, les femmes sont dépoitraillées, les cheveux dans le vent. Pardon ? Ceux de droite ne sont pas forcément mieux caricaturés. Mais souvent, les mots qui servent à nous caractériser sont toujours des mots qui visent la personne. Moi, je fais de l'humour, mais je comprends qu'on n'approuve pas mes idées. Je le comprends parfaitement. Puis d'ailleurs, heureusement, c'est ça une démocratie. La force d'un peuple, c'est la confrontation des idées et pas le consensus. Mais quand Gérard Lanvin parle... Mais quand on s'en prend, on dit surexcité, qu'est-ce qu'il sait de le désordre. Quand il dit l'homme du désordre, c'est vrai que vous attendez, vous le dites vous-même, un détail fortuit qui mènerait à la révolution. Hein c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Mais l'homme du désordre, c'est tout de même incroyable. Qui est le désordre dans ce pays, sinon ceux qui organisent la catastrophe économique, industrielle, sociale à laquelle nous sommes confrontés. Non, moi je suis un homme d'ordre, mais d'un autre ordre. Mais vous croyez quand même toujours une révolution possible. Alors moi, vous espérez non seulement une révolution possible, mais nécessaire. Moi je suis partisan d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire que je pense que notre pays a besoin d'une immense réconciliation civique. Le nombre de gens qui dorénavant ne croient plus à rien, dénigrent toutes les institutions, n'ont confiance en aucun homme politique, aucun journaliste, rend cette société malade. Mais la société se plaint beaucoup, mais s'indigne peu, se révolte pas beaucoup. Vous ne le savez pas, madame. La société s'indigne beaucoup, se révolte beaucoup, mais la vie est dure. Il est difficile de faire connaître sa révolte quand son emploi peut être menacé, quand toute votre famille dépend de votre paye. Donc les gens, souvent, sont conduits à baisser le nez, mais pour autant ils continuent à réfléchir et à ressentir cette force d'indignation. La meilleure des preuves, c'est moi. Comment expliquez-vous qu'un homme comme moi puisse réunir 4 millions de voix ? Pourquoi supérieur à 3%, à un score supérieur à 10% ? Pour quelle raison ? Ça ne tient pas à ma cravate rouge ou à mes talents d'orateur. J'ai toujours eu une cravate et j'ai toujours été un orateur, vous le savez. Jusqu'à combien pouvoir cela tient à la situation qui a conduit des tas de gens à s'identifier à mon discours et à dire oui, il dit ce que nous pensons et donc nous allons l'aider. Et puis d'autres se sont dit on l'aidera le prochain coup. Mais qu'est-ce qui pourrait être l'étincelle pour déclencher cette révolution citoyenne que vous souhaitez ? Alors voilà comment les choses se passent. Les révolutions ne se font jamais pour des raisons idéologiques. Le mot révolution d'ailleurs fait peur, les gens n'ont pas envie de révolution. Mais à un moment donné, la société ne remplit plus les fonctions qu'on attend d'elle. L'ordre paraît injuste, les puissants illégitimes, et sur un détail fortuit, les gens se saisissent de la situation, nous allons régler ça nous-mêmes.
Voilà. Et c'est comme ça que se font les grands mouvements de l'histoire. Et nous les avons vus dans le Maghreb, par exemple, ou dans le Moyen-Orient. Le point de départ de la grande commotion vient d'événements tout à fait fortuits. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se saisissent de la politique. Et moi, je suis pour inventer un système qui articule la capacité, articule c'est un grand mot, hein, mais qui arrive à marier la capacité, cette capacité de la société, s'investir dans ses affaires, et des institutions. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, nous allons avoir les élections en Équateur, où je pense que nous allons gagner haut la main. Eh bien, il y a un système politique dans lequel... Quand vous dites nous, vous faites partie d'un mouvement international. Oui, bien sûr, c'est un mouvement international très divers dans ses composantes, mais oui, c'est le même mouvement, c'est la révolution citoyenne, on s'appelle comme ça nous-mêmes, donc bien. Eh bien, il y a des institutions, parce qu'il faut des institutions, je le dis aux gens, la démocratie directe permanente, ça n'est pas gérable. Oui, la révolution, c'est pas il faut donc la des terreur. institutions, mais il faut que les institutions restent dans la main du peuple. Qu'ont-ils inventé le référendum révocatoire ? Que ce soit au Venezuela ou que ce soit en Équateur, et je proposerai qu'on le fasse demain pour la France, vous pouvez avoir un référendum révocatoire. C'est-à-dire que quand vous avez, bon là pour eux c'est le 15% pour la présidentielle, le 10% pour un député, les gens signent et disent nous voulons un référendum révocatoire parce que nous ne sommes pas contents de M. Mélenchon, de M. Grossior. Ouais. Bon, et nous demandons... Ça fait frémir, dit comme ça. Oui, ça peut faire frémir. On se dit, oh là là, mais attendez. Mais c'est l'ordre ça. C'est Ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Avec un risque Est-ce que c'est la d'anarchie. démocratie? Mais c'est la démocratie et c'est l'ordre. Parce que ça veut dire que à tout moment, le citoyen a le pouvoir, mais au prix d'un effort. Il faut aller voir les autres, il faut convaincre 10% de la population de signer un texte, il faut que vos motifs soient assez sérieux et assez graves pour arriver à réunir cette proportion de gens. 10%, c'est pas beaucoup pour révoquer, hein? Bah, pour avoir un référendum, pas pour révoquer. Oui, Et d'accord. après, la Pour question est convoquer le posée, et là, il référendum. faut avoir la Après, on majorité. vote. Il y a une campagne électorale. On vote. Il ne faut pas avoir peur du vote dans une démocratie. On peut voter souvent, on dit les gens sont fatigués de voter. Pas du tout, les gens sont fatigués de voter, que ça ne serve à rien. C'est pas pareil. Vous dites que votre plus grande source de révolte depuis votre enfance, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez du plan lancé par le gouvernement et de la mission qui a été confiée à François Chérec ? Qu'est-ce que vous voulez? Si je critique, on va dire encore, vous n'êtes content de rien. Alors, Ils vous font dites ce que quelque vous chose. pensez. Tant mieux. Ils essayent de faire quelque chose. Voilà. Mais la racine de la pauvreté n'est pas dans le soin donné à la pauvreté. La racine de la pauvreté est dans le dysfonctionnement général de l'économie. Quand vous voyez qu'on se propose encore de réduire les indemnités de chômage, voire de les supprimer à certains, alors qu'il y a déjà la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés, cela veut dire que des milliers de gens, réduire notamment le des plafond milliers de maximum gens, des pardon, allocations des chômage. milliers de gens vont être précipités dans le sang-droit et dans la pauvreté. Voilà la racine de On la s'arrête pauvreté. sur les retraites peut-être, Perrine, parce que Ouais. Didier Migaud a dit que le système était inégalitaire et qu'il y avait certainement dans notre pays des chômeurs qui étaient trop privilégiés. Je pense Bien aux sûr. cadres qui Didier touchent 6 Migaud 000 fait bien euros. de s'occuper de ses affaires, parce que dans ce pays, il y a quand même une drôle d'ambiance. Maintenant, voilà le Conseil constitutionnel qui décide de quel niveau de l'impôt Alors, est la Cour des supportable. Voilà, attendez, je commence par le Conseil D'accord. constitutionnel, qui estime que 75%, c'est trop, mais 68,5%, c'est possible. Et puis voici celui-ci, qui est président de la Cour des comptes, qui se met non pas à porter des appréciations sur le bon usage conforme à la décision politique de la finance publique, mais qui se met à porter des appréciations en opportunité. Et puis quoi encore? C'est le gouvernement des juges dans ce pays? On se moque à ce point de la représentation parlementaire? On n'a aucune confiance dans la démocratie sociale. Didier Migaud doit rester à sa place. Il est là pour établir si les comptes publics sont tenus de manière honnête et sincère et conformément à la décision publique, et pas pour porter des appréciations en opportunité. Ça suffit maintenant. C'est des débordements de pouvoir dans une 5e République qui est déjà pyramidale d'une manière absolument incroyable, autour d'un seul homme, le président de la République, où pullulent les autorités indépendantes de toutes sortes, et voilà que les cours sortent de leur rôle pour faire de la politique. Ce n'est pas acceptable. Voilà pour Dernière Didier question. Migaud. Dernière question sur Anne Levergeon, qui est pressentie pour prendre la tête de ADS. Elle a Alors, je vais la vous bonne dire, tête pour prendre cette fonction. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ah bon. Oui, Ça, c'est parce pas le que petit prince, l'attitude du gouvernement sur EADS a été lamentable. EADS, c'est le cœur de l'industrie aéronautique française. C'est nous, les Français, qui faisons le cœur de cette affaire. D'accord? Alors, on va oublier 5 minutes les Allemands qui ont un avis sur tous les sujets. Bah, il Mais trouve que les c'est avions, une nomination c'est nous qui trop savons les... politique. Pardon? Il trouve que c'est une nomination trop politique. Eh bien, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à s'en aller.
D'accord? EADS est une merveille technique. C'est eux qui ont ouvert le capital de EADS. 70% est devenu du capital flottant. Les Français seraient donc prêts pour sacrifier à la lubie d'idéologues libéraux de voir perdre toute leur industrie aéronautique. Alors, Madame Lauvergeon me rassure parce que moi, elle a le sens de l'État. Voilà, une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. C'est l'arrivée d'Anne Lauvergeon à la tête, sans doute, de EADS. Merci à vous. C'est elle qui commande. C'est elle qui commande. C'est une femme qui commande dans la vie en général, hein, et notamment à la tête des